Bonjour, chers rebelles des capitaux, j'espère que vous allez bien. Devinez qui a gagné les élections? La plupart d'entre vous ne le savent probablement pas encore, mais Trump a en fait gagné, croyez-le ou non. Oh, mais ce que nous voulons faire, c'est examiner les marchés, car nous savons que beaucoup de ces politiques économiques tournent autour des tarifs et de certaines choses que, franchement, je n'aime pas trop. Mais le marché voit cela comme inflationniste et beaucoup de républicains ont gagné. Vont-ils dépenser comme un marin ivre? Eh bien, je peux vous assurer que Kamala aurait fait exactement la même chose. Mais oublions ce que pense George Gammon un instant. Concentrons-nous sur la façon dont le marché réagit. Nous allons donc nous rendre sur la page d'accueil de CNBC. Franchement, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention car j'ai été incroyablement occupé. Je dois en fait déménager le 1er décembre, donc je sais. J'ai regardé brièvement les élections hier soir, mais je n'y prêtais pas autant d'attention, ni au marché comme je le ferais habituellement. Donc, ce sera un peu nouveau pour moi aussi. Allons sur CNBC. Oh, partage d'écran d'abord. Voilà, vous devrez partager votre écran. Partagez. Je viens de le faire, n'est-ce pas? Je viens de le partager, Josh. Oui, je peux le voir maintenant. D'accord. Donc, nous allons aller sur CNBC et vérifier les choses. Donc, le marché, jackpot. Le Dow est en hausse de 1300 points. Russell, 2000, augmente de 4%. S&P 500 en hausse de 1,79%. C'est plutôt intéressant. Pourquoi y a-t-il une telle différence entre le Dow et le S&P? Et le Dow écrase aussi le Nasdaq. Et le Russell, vous voyez, c'est vraiment intéressant pour moi dès le départ. Donc, on pourrait supposer, en fonction de ce que font les taux d'intérêt, qu'ils explosent à la hausse. D'ailleurs, cela serait mauvais pour le Russell 2000, car la plupart de ces entreprises ne gagnent pas d'argent et ont beaucoup de dettes. Donc, si les intérêts sur une grande partie de cette dette, ils doivent la renouveler. C'est très à court terme. Et donc, des taux d'intérêt plus élevés ont vraiment un impact négatif disproportionné sur le Russell 2000 par rapport au Nasdaq ou quelque chose comme ça, surtout comme le Majesset, où ils ont des tonnes de bénéfices qui entrent et ils peuvent emprunter à des taux très, très, très avantageux. Je veux dire, Apple peut vendre de la dette à environ 2% ou quelque chose comme ça toute la journée. Ou du moins, ils l'ont fait il y a quelques années. Donc, c'est vraiment surprenant pour moi. Je suppose que ce que le marché lit ou l'opinion du marché, c'est que d'une manière ou d'une autre, Trump va être vraiment bon pour l'économie et parce que le Russell 2000 était déprimé par rapport aux autres indices. Cela peut être bénéfique et il y a un peu plus de potentiel, je suppose. Et ils ignorent complètement le fait que des taux d'intérêt plus élevés vont les impacter négativement, de manière disproportionnée. C'est vraiment fou. Je pense que le thème ici, alors que nous examinons comment les marchés réagissent, est qu'il y a une énorme euphorie autour de Trump. Une énorme euphorie autour de Trump en ce moment. Et je ne fais pas de trading là-dessus. Si je le faisais, je ferais probablement l'inverse de la plupart de cela. C'est juste, je veux dire, quelle différence Trump va-t-il faire sur l'économie, surtout s'il impose des tarifs? Vous savez, ce n'est pas génial. Je sais que beaucoup de gens adhèrent aux idées de Trump et aiment le récit, mais si nous prenons juste du recul et regardons cela aussi objectivement que possible, je veux dire, regardez, si je vous disais que, disons, l'un des démocrates voulait imposer des tarifs comme Joe Biden, presque toutes les personnes sur ce live stream qui ont voté pour Trump diraient « Oh, c'est une terrible idée ». C'est fondamentalement des contrôles de prix. Et cela va avoir un impact négatif sur les pauvres et la classe moyenne aux États-Unis, car ce sont eux qui vont devoir payer ces tarifs parce que tant de choses qu'ils achètent chez Home Depot, Walmart, Target viennent de l'étranger. Et Trump veut imposer, vous savez, je ne sais pas, des tarifs de 2000% ou 200% sur ces choses. Et vous savez, ensuite, la réaction est toujours, oh, George, tu ne comprends tout simplement pas parce qu'il va réduire l'impôt sur le revenu. Et donc, nous allons avoir ce renouveau manufacturier aux États-Unis. D'accord. Nous allons faire cela avec une courbe inversée. Nous allons faire cela avec, je veux dire, si la plupart d'entre vous hier auraient dit qu'il y a une forte probabilité de récession, vous pensez que Trump annule la récession? Peut-être.
Mais je ne le pense pas vraiment. Je veux dire, est-ce qu'il annule la crise de l'immobilier commercial? Est-ce qu'il annule ce qui se passe en Chine et dans l'économie mondiale et donc le système bancaire mondial et donc la liquidité aux États-Unis? Je ne le pense pas vraiment. Encore une fois, si j'étais un trader, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je contrecarrerais la plupart. Et ce qui va être très, très intéressant, c'est de voir ce que la Fed va faire demain. Parce que rappelez-vous, ils vont annoncer leur décision sur les taux d'intérêt. Je ne suis pas sûr à quelle heure demain. Probablement demain vers 1 ou 2 heures, heure de l'Est. Et que faites-vous? En fait, passons en revue. Je vais sauter un peu ici. Passons au groupe CME. Cela s'appelle FedWatch. C'est la prédiction du marché sur les taux d'intérêt. Donc, cela a diminué. Ah, eh bien, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais non plus. C'est vraiment déroutant. Donc, il y a une semaine, il y avait une probabilité de 95% et presque 5%. 95% qu'il baisse de 25 et une probabilité de 5% qu'il maintienne les taux inchangés. Hier, nous sommes passés à 96 et 3,6 et aujourd'hui, nous passons à 98,8 et 1,2. D'accord. Donc, ce qui est vraiment déroutant, c'est que si vous allez, retournons à CNBC et regardez les obligations. Je veux dire, les rendements ont explosé à la hausse. Utilisons simplement les 10 ans comme proxy. Et au fait, si vous pensez que, vous savez, les taux d'intérêt augmentent à la suite de la victoire de Trump et de ses politiques économiques et que cela va continuer, je ne sais pas. La dernière fois que j'ai vérifié, des taux d'intérêt plus élevés étaient mauvais pour l'économie? Non. Je serais également curieux de voir ce que fait le prêt hypothécaire à 30 ans à taux fixe. En ce moment, je parie qu'il est bien au-dessus de 7%. Alors, comment cela impacte-t-il le marché immobilier? Je reçois beaucoup de signaux contradictoires ici, n'est-ce pas? C'est pourquoi je mettrai en doute la plupart de cela. Mais revenons au CME. Je veux dire, encore une fois, comment les taux d'intérêt explosent-ils? Et pourtant, la probabilité que la Fed maintienne les taux à leur niveau actuel diminue. Quelqu'un a tort? Quelqu'un a tort ici? Donc, si nous obtenons une réduction de 25 points de base demain, alors les choses commencent vraiment à s'intensifier. C'est à ce moment-là que je veux dire comment la Fed justifie-t-elle cela? Et puis, si vous voulez un parallèle, mon Dieu, commençons-nous à devenir étrangement similaires à 2007 et 2008 lorsque la Fed réduisait alors dans ce qui était supposé être une économie très bonne et forte et un marché boursier près de ses sommets historiques. Et nous allons devoir surveiller cela parce que si la Fed réduit de 25 points de base, je suis curieux de voir comment le marché va réagir. Je veux dire, c'est déjà intégré, évidemment. Donc, je serais surpris si nous voyons des mouvements majeurs à cause d'une réduction de 25 points de base. Mais quand Jérôme Powell sortira avec la conférence de presse, je pense que nous devrons prêter très attention à ce qu'il dit, essayer de lire entre les lignes, pour ainsi dire, parce que cela, comment va-t-il justifier cela? Comme, regardez, nous devons différencier ce que je pense, George Gammon, en ce qui concerne les fondamentaux de l'économie et ce que la plupart des gens pensent, ce que le marché pense. Le marché pense que c'est la plus grande économie que nous ayons jamais vue dans l'histoire humaine. Et cela ne va que s'améliorer avec Trump aux commandes ou en charge avec ses tarifs de 200%. Nous allons avoir une renaissance manufacturière. Nous allons avoir une renaissance énergétique. Il va réduire les impôts à 0% parce que, peu importe. Il va gagner tellement d'argent grâce aux tarifs parce qu'ils sont si excellents. Demandez simplement au président. Mais qui est Trump, toujours référencé en 1900? Vous savez de quoi je parle. Mais, vous savez, tout va être si génial. Que dit Jerome Powell en termes de justification pour abaisser de 25 points de base? Et comment le marché réagit-il à cela? Je pense que c'est ce à quoi nous devrons probablement prêter encore plus attention que la façon dont les marchés réagissent à ce genre de réponse euphorique instinctive à la victoire de Trump. Pour être clair, je suis vraiment content que Trump ait gagné. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous savez exactement pourquoi. Je n'aime pas, je n'apprécie pas tous les politiciens, je n'aime pas vraiment Trump. Je pense qu'il est un peu fanfaron, mais en fin de compte, j'ai beaucoup plus confiance de ne pas entrer dans la Troisième Guerre mondiale et j'ai beaucoup plus confiance
ce dont parlait la vidéo d'hier à propos de diminution de ce mouvement vert. La censure, cette désinformation, cette information erronée, ces absurdités. Et à la fin de la journée, comme je l'ai dit hier, la liberté d'expression résout cela. Quel que soit votre problème, la liberté d'expression peut le résoudre. Et donc, je suis beaucoup plus optimiste. Disons, sur la liberté d'expression aux États-Unis, du moins au cours des 4 prochaines années. Mais revenons à CNBC. Une autre raison pour laquelle je pense que le marché ici est juste euphorique, et je le ferai probablement diminuer, c'est que si vous regardez les actions, je veux dire, vous pouvez considérer Bitcoin, je pense, comme un indicateur de cela, au-dessus de 75 000 $. Maintenant, intéressant sur Bitcoin, c'est que si vous regardez les graphiques, c'est un record historique et le graphique a l'air plutôt bon maintenant. Mais j'aimerais parler à Steve à St. Bart's. Je viens en fait de lui envoyer un message pour voir s'il est à St. Bart's ce week-end. Je pourrais y voler parce que j'aimerais avoir son avis sur ce qui se passe ici. Mais allons au graphique de Bitcoin, parce que je suppose que cela a atteint un niveau record et que vous avez eu cette énorme période de consolidation. Donc, en ce moment, ce dont je parle, c'est juste du graphique. Je parle juste du graphique uniquement d'un point de vue de trading. Donc, vous avez eu cette grande consolidation. Je veux dire, vous aviez ce point bas ici. Maintenant, nous avons des sommets plus élevés, des creux plus élevés. Et ensuite, vous avez cette cassure au-dessus. C'est juste ici. Je suppose qu'on peut l'appeler 73, donc généralement, c'est une très bonne nouvelle. Je suis un peu hésitant parce que je pense que cela peut ne pas être vraiment basé sur des fondamentaux, mais plutôt sur de l'euphorie. Vous savez, les gens traitent presque le Bitcoin comme s'il s'agissait d'une pièce de monnaie même. Je ne dis pas que c'est le cas, mais comme si c'était le cas. Et oh mon Dieu, vous savez que Trump va être génial pour le Bitcoin, je ne sais pas comment, mais juste parce qu'il a dit quelque chose sympathique sur la crypto. Peut-être que, encore une fois, je pense que c'est un peu émotionnel et l'un des principaux indicateurs que j'utilise pour cette émotion est le truc social de Trump. Vous savez, ils ont juste annoncé l'autre jour leurs bénéfices, si vous voulez l'appeler ainsi, pour le trimestre. C'est parti. Et je pense qu'ils ont fait environ 12 millions de dollars bruts. Je pense qu'ils ont probablement perdu beaucoup d'argent. Voyons s'ils ont les chiffres financiers ici. Oui, donc ils perdent beaucoup d'argent. Oh, 12 millions. Excusez-moi, je n'étais même pas proche. Cela ne peut pas être vrai. Les revenus. Le revenu des 12 derniers mois est de 3,7 millions de dollars. Quoi? Cela ne peut pas être vrai. Si leur revenu des 12 derniers mois est d'environ 4 millions de dollars. C'est une blague. Je veux dire, pour vous donner un peu de contexte, il y a des Circle K aux États-Unis qui font plus de 4 millions de dollars par an en vente brute. C'est en fait. Quelle est la capitalisation boursière ici? C'est un Circle K de 7,2 milliards de dollars. C'est une station-service de 7,2 milliards de dollars. Et je ne parle pas de tous les Circle K, je parle d'un Circle K, juste un. Alors supposons que vous vivez à Phoenix, en Arizona, et que vous vivez à Surprise, en Arizona. C'est du côté ouest de la ville, et il y a comme un Quick Trip au coin de la rue. Imaginez si je vous disais que ce Quick Trip valait 7,2 milliards, où le marché évaluait ce Quick Trip à 7,2 millions de dollars. Et vous avez dit, eh bien, combien, ou 7,2 milliards, ai-je dit millions, 7,2 milliards. Et puis vous diriez, eh bien, combien d'argent gagnent-ils? Et je dirais, oh, eh bien, ils perdent des millions de dollars chaque année. Oh, en fait, des centaines de millions de dollars. Chaque année, ils perdent des centaines de millions de dollars. Vous pourriez être plutôt confus. Mesdames et messieurs, voici une représentation visuelle de l'euphorie. C'est la bulle des tulipes juste ici. Je veux dire, c'est complètement fou. Peut-être pas aussi fou que cela l'était ici en mars 2022, mais wow! Et je lis cela comme, d'accord, c'est probablement l'attitude générale sur le marché. Et c'est probablement ce qui pousse les rendements à la hausse, ou je dirais que l'argent vraiment intelligent, parce qu'avec le groupe CME,
Je crois qu'ils obtiennent cela de Sofa Future. C'est ainsi qu'ils obtiennent ces probabilités. Donc, si je devais parier sur des mouvements à court terme, sur le marché des obligations ou des mouvements à court terme, sur Sofa Futures, je penche vers Sofa Futures. Donc, ce que nous voyons ici, c'est l'argent chaud, si vous voulez l'appeler ainsi, qui se débarrasse des obligations et se jette sur Truth Social, Bitcoin. Le S&P, eh bien, pas tant le S&P, mais le Russell, le Dow Jones, toutes ces choses. Tesla, c'est un autre excellent exemple d'euphorie. Regardez Tesla. Voyons si nous avons une histoire à ce sujet. Je l'ai vu ce matin brièvement quand j'étais à la salle de sport. J'ai une grande télévision dans ma salle de sport et j'ai coupé le son, mais je l'ai mise sur CNBC le matin. Oh, et au fait, si vous pensez que l'économie est en plein essor, je voudrais juste souligner cela. Toyota affiche une baisse de près de 20% de ses bénéfices d'exploitation au deuxième trimestre. Je sais que cela concerne davantage l'économie mondiale, mais à un moment donné, cela doit avoir un impact sur les États-Unis. Toyota est le plus grand constructeur automobile au monde et voir une baisse de 20% de ses bénéfices d'exploitation, c'est vraiment un gros problème. Mais bon, revenons à ce que je cherche ici. Tesla, voilà, Tesla grimpe de 15%, alors que Trump, le soutien de Musk, semble bénéficier de la victoire à la Maison-Blanche. Je pense que peut-être qu'il y a un léger argument pour cela, mais une hausse de 15% alors que l'action se négocie à 284 $ en hausse de 33 $ juste à cause de l'élection. Je veux dire, Trump ne va pas être si bon pour Tesla. La dernière fois que j'ai vérifié, Trump ne l'était pas. C'est vraiment tout au sujet des véhicules électriques et de toutes ces choses. Je sais maintenant qu'il est très ami avec Elon Musk, mais je ne sais pas comment cette relation amicale, s'il n'est pas vraiment enthousiaste à propos des véhicules électriques et s'il essaie de réduire les impôts, va bénéficier à Tesla à hauteur de 33 $ par action, peut-être un peu, mais cela me semble, encore une fois, que les gens essaient simplement d'acheter de manière euphorique et hystérique tout ce qui se trouve dans un rayon de 100 pieds de Donald Trump, en supposant que cela va simplement aller sur la Lune d'une manière ou d'une autre, parce que Trump va magiquement tout changer. Rappelons que même s'il met en œuvre ses tarifs, cela va prendre du temps pour qu'il fasse ces choses. Ce n'est pas comme si cela se produisait demain et peut-être qu'il pourra accomplir quelque chose. Mais regardez, je veux dire, nous avons déjà un précédent pour cela. Il était déjà à la Maison-Blanche. Je ne sais pas. A-t-il fait exploser l'économie? A-t-il tout réparé? Je veux dire, j'aime ce qu'il a fait avec les personnes qui l'entourent cette fois-ci par rapport à la dernière fois, mais je parle strictement de cela à travers le prisme de l'économie américaine. Va-t-il faire bouger les choses à ce degré? Je ne pense pas, je ne pense pas. Donc, je veux faire un peu plus de recherche. Voyons ici. Je veux faire un peu plus de recherche ce soir et vraiment réfléchir. Je comprends les tarifs et tout, mais je veux vraiment entrer dans le vif du sujet de ces propositions et ensuite essayer de réfléchir aux probabilités qu'ils mettent en œuvre, ces propositions. Et puis, demain, je pourrais vouloir faire une vidéo tableau blanc à ce sujet, mais en regardant brièvement cela, il semble que la plupart des mouvements du marché ne le fassent pas, n'est pas vraiment basé sur une pensée rationnelle. C'est plutôt basé sur l'émotion. Et je voudrais citer Truth Social, je voudrais citer Tesla, je voudrais citer le Russell et la différence entre, vous savez, comment justifiez-vous que le Russell monte autant? Si le trésor à 10 ans a explosé, je l'appelle 25 points de base. Et ensuite, vous avez la différence en plus avec le groupe CME et leurs prévisions sur ce qui va se passer demain lors de la décision de taux d'intérêt de la Fed, la probabilité qu'ils réduisent a augmenté, pas diminué. Et pour moi, ce n'est pas qu'ils ont toujours raison, mais l'argent le plus intelligent sera certainement les contrats à terme SOFR. Je veux aussi examiner l'impact des contrats à terme SOFR sur cet outil prédictif du groupe CME. Je pense que c'est à peu près ce qu'il représente presque à 100%, mais je veux être certain là-dessus. Vous savez, une autre chose ici, Josh, laissez-moi, j'ai remarqué sur cet outil FedWatch et Josh quand je vais.
Je vais passer rapidement là-dessus. Pouvez-vous voir comment cela est calculé? Comment le taux d'intérêt, comment ils arrivent à cette conclusion? Ouais, ce deal FedWatch avec le groupe CME, je pense que ce sont des contrats à terme offerts, mais je n'en suis pas sûr à 100%. Donc, pendant que je parle ici, si vous pouviez le faire apparaître de votre côté, juste pour que nous puissions obtenir quelques informations ici, je l'apprécierais. Mais ce que je voulais faire brièvement, c'est passer en revue les prévisions futures également. Et j'espère que nous avons les probabilités d'il y a un mois, une semaine, un jour, car je veux voir comment cela a changé, pas seulement pour la réduction de la Fed demain ou la décision de la Fed demain, mais surtout en regardant vers l'avenir et comment cette victoire de Trump a changé quoi que ce soit, si tant est que ce soit le cas. Alors, avançons jusqu'à l'année prochaine. Nous allons regarder le 29 janvier. D'accord. Donc, nous avons nous avons le mois. Ce sur quoi je veux me concentrer, c'est où nous en étions il y a un mois. Et donc, nous étions à 69%. 69%, même ceux que nous serions, disons, à 4%, 400 points de base sur leur taux cible. Et cela a diminué. Et ce qui a augmenté en probabilité, c'est que nous serons à 4,25. Donc, ce que le marché nous dit ici, en ce qui concerne l'algorithme sous-jacent ou les métriques sous-jacentes qu'ils utilisent pour obtenir cet outil prédictif FedWatch, il semble que la probabilité augmente, que la Fed réduise moins. Pas plus. Et ce n'est pas seulement au cours des 3 derniers mois, c'est juste au cours des derniers jours ici. Vous regardez la semaine dernière. Et la raison pour laquelle je veux examiner quelque chose de plus récent, c'est à cause de la situation inflationniste, le récit est revenu et l'ensemble des taux d'intérêt à long terme vont exploser à la hausse parce que les déficits vont exploser et la dette et blablabla. Vous connaissez ce récit dont nous parlons tout le temps sur cette chaîne. Je ne suis pas du tout d'accord avec cela à long terme, ou du moins sur l'année, disons les 12 mois à venir, le mois ou 2 suivants, qui sait. Mais c'est le récit selon lequel, tout à coup, nous devons nous inquiéter d'une réaccélération de l'inflation et la dette va compter, le déficit va exploser, donc les taux d'intérêt vont exploser à la hausse, la Fed va devoir contrôler la courbe des rendements. Toutes ces choses. Et c'est une chose plus récente. C'est pourquoi j'essaie de me concentrer sur cette période ici, avec FedWatch. Ce sont les contrats à terme sur les fonds fédéraux. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux. Ah, d'accord. J'ai dit, bien sûr, ouais. Donc, oui, le SOFR serait, parce que le SOFR est essentiellement un dérivé du repos. Donc, les fonds fédéraux, ouais, je me suis trompé là. C'est assez évident. Contrat à terme sur les fonds fédéraux. D'accord. Merci, Josh. J'apprécie cela. Très bien. Donc, en résumé, nous voyons les probabilités de réduction de taux diminuer. Il y a encore, laissez-moi reprendre cela parce que je ne l'ai pas vraiment dit correctement. Ce que nous faisons, c'est que nous voyons la probabilité de réduction profonde, des réductions de 4,75% jusqu'à 4%. Nous voyons cela diminuer. Et nous voyons la probabilité de moins de réduction augmenter. C'est une manière beaucoup mieux de le dire, une manière beaucoup plus précise de le dire, ce qui, encore une fois, ne correspond pas vraiment à ce que nous voyons pour la réunion de demain où la probabilité a en fait augmenté. Une autre chose aussi que je trouve un peu, ça ne semble pas correspondre, c'est que la dernière fois que j'ai vérifié, Trump était en faveur de taux d'intérêt plus bas. Non. N'a-t-il pas dit qu'il voulait être un peu plus impliqué dans le processus de prise de décision concernant les fonds fédéraux? Donc, cela ne semble pas étrange car le marché semble penser que Trump va réaliser toutes ces choses et donc acheter le Russell, acheter du Bitcoin. Vous savez, les taux obligataires augmentent. Mais ensuite, de l'autre côté, ils disent que la probabilité qu'il peut réellement maintenir les taux d'intérêt bas, ou du moins avoir son mot à dire avec la Réserve fédérale, est très, très faible en raison du fait que la probabilité augmente que nous ayons moins de baisse de taux que le marché ne s'y attendait, disons. Il y a une semaine, je veux faire une chose de plus, je veux regarder, allons loin, regardons décembre 2025. Oh, ils n'ont rien, ils n'ont pas comme il y a une semaine, il y a un jour. Voyons si, oui, d'accord, cool. Donc, pour octobre 2025, voyons comment les choses ont changé. Donc, ils ont changé de la même manière, mais dans une moindre mesure. Donc, nous prédisons toujours que la Fed réduit
où les taux seront plus bas en octobre 2025, mais le marché prédit que les taux ne seront pas aussi bas. Que le marché le prédisait, disons, en réalité, il y a une semaine. Donc, ce n'est pas qu'il prédit des taux d'intérêt plus élevés, mais il prédit que la Fed réduit moins, même si l'on regarde jusqu'en octobre 2025, bien que le marché augmente les chances que la Fed réduise de 25 points de base demain. C'est vraiment le principal enseignement. D'accord, les gars, nous allons devoir surveiller cela et voir comment cela se déroule demain. Je suis vraiment curieux de savoir comment. Jerome Powell va naviguer dans cette situation en supposant qu'il réduise de 25 points de base. Comment va-t-il le justifier? Et comment le marché va-t-il réagir? Je pense que l'autre principal enseignement de cette vidéo est que si vous voulez mon avis, pour ce que ça vaut, je pense que la plupart de ce que nous voyons sur le marché boursier et avec ces autres marchés que nous avons examinés sur CNBC est de l'euphorie. Et si j'étais un trader, je serais probablement contrecarré la plupart de cela. Les gars, sur cette révélation, profitez du reste de votre après-midi. Comme toujours, assurez-vous de défendre la liberté, le marché libre, le capitalisme. À la prochaine vidéo.